Donc voilà comment est-ce que j'ai été mise en demeure parce que le chat de ma colocataire s'est fait électrocuter par ma faute, entre guillemets. Bonjour et bienvenue sur Bâtisseur d'impact en immobilier. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. On va y aller vraiment freestyle parce que je vais vous raconter un peu quelques-unes de mes aventures qui me sont arrivées. Je vais dire aventures, plutôt mes aventures qui me sont arrivées depuis mes débuts en investissement en immobilier. En fait, je vais vous raconter peut-être juste une mésaventure parce que j'ai tellement d'histoires insolites qui me sont arrivées. Et lorsque ça arrive, ce n'est vraiment pas drôle, hein, vraiment, mais vraiment pas drôle. Mais avec du recul, on peut en rire. Donc, je vais vous raconter la fois où mes locataires ont... Ok, je vais vous raconter la plus courte. C'est celle où le chat de ma locataire s'est fait électrocuter et j'ai été poursuivie en justice. On va commencer par le commencement. C'est un immeuble que j'avais acquis et qui a 6 appartements. Donc, dans 2 appartements, j'avais déjà trouvé des locataires qui avaient des animaux. Donc, vous savez que lorsque vous achetez un immeuble, il y a déjà des baux qui sont en vigueur. Donc, vous n'avez pas le droit de changer les baux ou changer les conditions au bail pendant que le bail est encore en vigueur. Vous pouvez peut-être négocier avec le locataire lors du renouvellement pour enlever certaines conditions ou rajouter certaines conditions. Donc, on s'entend que moi, comme nouvelle investisseuse, je n'avais pas envie d'avoir un immeuble avec des animaux, ni un immeuble avec des logements fumeurs. Heureusement, tous mes logements sont non fumeurs. Par contre, il y avait 2 logements où il y avait des animaux. Donc, des petits animaux. Il y avait, dans un des logements, il y avait un petit chat. Et dans un autre logement, il y avait un petit chat et un petit chien qui cohabitaient d'ailleurs très bien ensemble. Un petit chat et un petit chien. Les animaux s'entendaient bien, ils étaient tout mignons. Donc, ce sont des locataires qui étaient également très propres. Donc, moi, je n'avais aucun problème avec les animaux. Les chats faisaient pipi dans la litière parce qu'il faut savoir qu'un chat, ça peut vous endommager sévèrement un logement. Le chat est encore pire qu'un chien. C'est vrai qu'un gros chien, avec ses griffes, il peut vous scraper complètement vos armoires, les planchers. Mais un chat, lorsqu'il urine directement sur vos planchers, s'il n'est pas habitué à uriner dans sa litière, s'il n'est pas propre, et qu'il urine sur vos planchers, ça laisse une forte odeur pestilentielle d'ammoniac. Et pour enlever cette odeur-là, il faut faire appel à des compagnies spécialisées qui vont faire des traitements parfois à l'ozone, ils vont comme fermer hermétiquement tout l'appartement, traiter à l'ozone, mettre un gaz pour que ça enlève l'odeur du pipi d'ammoniac. Parfois, il faudra enlever complètement le plancher, le changer, le remplacer. Il faudra également changer les bas des murs, donc tout enlever le gypse, enlever l'isolant. Un chat, ça peut faire pas mal de dégâts si c'est un chat qui n'est pas propre. Donc, j'ai été chanceuse, les chats étaient propres. J'avais un immeuble avec 2 logements où il y avait des animaux propres, tranquilles. Donc, moi, j'étais correcte avec ça. Les locataires étaient très propres et ils payaient bien leur loyer. Ils respectaient tous les autres règlements de l'immeuble. Voilà. Lorsque le couple qui avait un chat a décidé de partir parce que l'appartement ne les convenait tout simplement plus, j'ai dû mettre immédiatement le logement en location. J'ai mis une belle annonce avec de belles photos. J'ai eu énormément de personnes qui se sont manifestées pour ça. J'ai organisé pendant un week-end, je pense même, c'était une seule journée, toutes les visites afin que les locataires soient le moins dérangés possible. Donc, toutes les personnes qui étaient intéressées à visiter avaient rendez-vous le même jour, pratiquement à la même heure, sur une intervalle de 2 heures. J'ai eu plusieurs personnes qui se sont manifestées et parmi ces personnes-là, il y avait 2 jeunes filles qui étaient des amis très proches et qui voulaient faire de la colocation.
Donc, j'ai étudié quelques profils et elles ont déposé leur demande. C'était peut-être les premières ou les deuxièmes sur la liste. Finalement, elles sont passées premières sur la liste et on a fait des enquêtes de crédit, des enquêtes. Lorsqu'elles visitaient l'appartement, elles ont vu que les locataires avaient déjà un animal et elles m'ont dit qu'elles avaient également 2 petits chats et que le chat était vraiment propre. Le chat faisait pipi dans la litière et je sais pas, j'ai juste eu le feeling que je n'aurais pas de problème par rapport au chat avec elle parce qu'il y en a une qui travaille dans la restauration. Donc, elle m'a dit en fait qu'elle avait une hygiène de vie très, très, très stricte, très propre. De par son métier, il fallait qu'elle soit déjà propre à la base. Et je sais pas, j'ai juste vu leur allure et j'ai eu le feeling que c'était des personnes propres, fiable et bon, qui avait une bonne éducation, qui était poli, gentil, juste agréable à vivre. Donc, on a fait toutes les pré-enquêtes nécessaires, enquête de crédit, enquête de dossier criminel, enquête de dossier au tribunal administratif du logement et tout était correct. Vu qu'elles étaient quand même jeunes, elles avaient des craintes par rapport au fait qu'on allait peut-être trouver qu'elles ne pourraient pas remplir leurs obligations financières. Donc, elles ont même proposé à ce que leurs parents endossent la responsabilité pour être un peu comme cautionnaire. Ça rajoutait encore plus de poids à leur dossier. Donc, tout était parfait, à part les animaux un peu ça me gênait, mais bon, on a pris une chance. Une chance que j'allais regretter 2 semaines plus tard. On signe tout est correct, on signe le bail, toutes les 2 sont sur le bail, elles sont solidairement responsables du bail. Ça aussi, c'est quelque chose de très important à faire lorsque vous avez des colocataires. Ne laissez pas un seul colocataire être responsable du bail. Mettons si vous avez 2 colocataires, A et B, et que c'est le colocataire A seulement qui avait signé le bail. Il a des problèmes avec le colocataire B et il décide de s'en aller du logement. Dans le logement, il vous reste qui? Le colocataire B, qui n'a pas signé le bail, il n'est pas responsable du bail. Il pourrait décider de prendre ses affaires et de partir et vous n'auriez pas de recours contre lui. Il pourrait également décider de rester dans l'appartement. En tout cas, vous auriez des recours limités contre lui. Parce que c'est le colocataire A qui a signé le bail et qui en est responsable légalement. Donc, c'est très important lorsque vous avez 2 colocataires ou 3 ou peu importe le nombre, de tous les faire signer le bail, de tous les faire à chacun les enquêtes de crédit, de dossiers criminels et tout, et qu'ils soient solidairement responsables du bail. Afin que, si par exemple, un colocataire ne paye pas le loyer, c'est l'autre colocataire qui a la responsabilité de payer le loyer en totalité. Pas seulement sa partie, mais en totalité. Ça, c'est un point très important. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet. On ferme la parenthèse. Donc, voilà, on signe le bail et avant qu'elle n'aménage, lorsque les anciens locataires sont partis, on est allé faire, bien sûr, le tour de l'appartement pour voir si tout était en ordre, pour voir s'il y avait des petites choses qu'il fallait réparer, qu'il fallait retoucher. Et heureusement, ceux qui sont partis avaient vraiment laissé tout en ordre. On avait juste quelques 2 ou 3 petites choses qu'on devait faire dans le logement parce que c'était des demandes qu'ils avaient déjà eu à faire. Donc, on a fait appel à notre homme à tout faire qui a fait ces petites réparations-là. Même pas réparation, qui a fait ces petites améliorations-là. Et les colocataires qui aménageaient voulaient également rafraîchir la peinture. Donc, on a acheté la peinture qu'on a mis à leur disposition. Une chance encore qu'on a eue, c'est qu'elles étaient très manuelles. Donc, elles étaient prêtes à faire leur peinture elles-mêmes. Donc, ça nous arrangeait parce qu'on n'avait pas à payer un peintre pour le faire ou alors à le faire nous-mêmes, quoique on n'a pas vraiment le droit de le faire nous-mêmes. Ça, c'est un sujet qu'on abordera. Hein. Quand vous êtes propriétaire immobilier et que vous avez un immeuble à revenus, vous n'avez pas le droit de faire des travaux vous-même dans l'immeuble. Que ce soit la peinture, que ce soit faire de la plomberie, que ce soit... Il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas faire dans le fond. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être remplacer une ampoule. En tout cas, on pourra aborder ça dans un autre sujet. Donc, revenons encore à notre histoire.
les gentils colocataires nous demandent si elles peuvent rafraîchir la peinture. On accepte, on paye les pots de peinture qu'on met à leur disposition et elles font elles-mêmes la peinture, aidées de leur famille. Et elles ont fait ça, c'était A1, c'était vraiment superbe. On n'aurait pas mieux fait, un peintre professionnel n'aurait pas mieux fait. Donc voilà, le jour où les anciens locataires déménageaient, nous on était passés à l'appartement et on avait pris une vidéo de tout l'appartement, de chaque coin et recoin, les fenêtres, les portes, la plomberie, l'électricité, juste pour avoir une image figée de l'état de l'appartement lors de leur aménagement, afin de nous assurer que c'est dans le même état qu'elles laissent l'appartement lorsqu'elles allaient partir. Ça, c'est une chose que je vous recommande de faire lorsqu'un locataire quitte. Prenez le soin d'aller visiter l'appartement avant l'aménagement du nouveau locataire. Très, très, très important parce que le nouveau locataire ne pourra pas vous dire « Ah oui, c'est l'ancien locataire qui a laissé l'appartement dans tel ou tel autre état. » Vous aurez, avec preuve à l'appui, des photos ou des vidéos, l'état de l'ancien appartement comme il était avant. Donc, on avait pris une vidéo de l'appartement. Et tout était correct, à part quelques petites réparations, en fait des améliorations qui restaient à faire. Et elles ont mis la peinture, elles ont aménagé. Pendant qu'elles étaient là, notre homme affaires y allait faire ces petites améliorations. Et tout le monde était content. Sauf que, une semaine et demie plus tard, un soir, je reçois un texto d'une des colocataires qui me dit qu'elle est en train d'aller aux urgences avec son chat qui vient de se faire électrocuter. Ok. Et donc, j'étais un peu confuse. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je ne savais pas non plus quelle devait être ma réaction par rapport à ça. C'est sûr que je compatissais. Et je lui ai écrit ça. Donnez-nous des nouvelles de votre chat. Je compatissais parce que, je veux dire, elle est attachée à l'animal. Moi, je n'ai pas d'animaux, mais je comprends tout à fait ceux qui sont attachés aux animaux. Mes enfants, ils aimeraient avoir des animaux de compagnie, mais je suis pas prête à m'en occuper. Donc, je comprends tout à fait l'amour pour les animaux. Je lui ai envoyé un message comme quoi on compatit de donner des nouvelles. De toute façon, elle a dit qu'elle nous donnerait des nouvelles. Et le lendemain, elle nous dit que son chat est toujours aux urgences à l'hôpital vétérinaire. Son chat s'est fait électrocuter par un fil qui était à découvert dans l'appartement. Et que là, il va quand même un peu mieux. Ils vont sortir de l'hôpital peut-être bientôt. Et on se sentait vraiment mal. On se demandait qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû peut-être mieux vérifier? Est-ce qu'il y a des choses qu'on avait loupées lorsqu'on faisait la vérification de tout l'appartement lorsque les anciens sont sortis? J'ai oublié de vous raconter quelque chose parce que lorsque elle nous a dit que son chat s'est fait électrocuter par un fil qui était à découvert, on était assez curieux de savoir quel fil qui a découvert et on lui a demandé de nous envoyer des photos afin qu'on envoie notre homme à tout faire qui allait faire peut-être des réparations nécessaires rapidement là pour sécuriser l'endroit parce que là, c'est le chat qui s'était fait électrocuter, mais ça aurait pu être elle. Et ça, vraiment, on était très, très reconnaissants. On remerciait le Seigneur parce que si, je sais pas s'il y avait eu de l'eau au sol, ce fil-là, dans l'eau, elle passe par-dessus. Je n'imagine même pas le drame. Donc, ok, le chat s'est fait électrocuter, c'est pas mieux, mais au moins, on a demandé une photo pour savoir si on devait venir tout de suite réparer, ajuster quelque chose. Et elle nous a dit que son copain qui était de passage avait déjà mis du tape approprié sur le bout du fil électrique. On a demandé de vérifier en fait si le fusible relié à ce fil était bien coupé. Ils sont allés regarder et non, ce n'était pas coupé. Le fil était toujours, c'était toujours branché, connecté au courant électrique. Et donc, on leur a demandé de couper. Et ils ont également mis du scotch tape protecteur sur la tête du fil. Donc voilà, ça c'était réglé. Et 2 ou 3 jours plus tard, je reçois une notification de courriel et je vois une mise en demeure. Une mise en demeure. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Il me semble que je n'ai agressé personne, je n'ai volé personne, enfin, j'ai rien fait qui nécessite une mise en demeure. Et je vois une mise en demeure
avec une longue lettre explicative que j'ai survolée rapidement parce qu'il y avait une autre pièce jointe qui était la facture d'hôpital, enfin, de l'hôpital vétérinaire. Et c'était une facture d'à peu près $. Donc, c'était une mise en demeure qui nous demandait de rembourser les frais de l'hôpital vétérinaire parce que c'était de notre faute que son chat s'était fait électrocuter. Et voilà, tout simplement. Ouais, c'était ma réaction. Lorsque j'ai reçu la mise en demeure, j'étais assez surprise. Lorsque j'ai lu la lettre, j'étais assez choquée. Et enfin, j'étais un peu énervée, on va dire. Je m'en voulais un peu. Ce fameux chat ou ces fameux animaux que je ne voulais pas dans mes logements, finalement, ils me causent plus de tort qu'autre chose. Là encore, je comprenais sa situation, mais j'étais quand même assez énervée. J'en ai parlé avec mon conjoint et on a dit, ben, on va les appeler tout simplement pour s'expliquer un peu, pour savoir c'était quoi le contexte, comment ça a eu lieu, qu'elle nous donne un peu plus d'explications, qu'elle nous donne des preuves que c'était vraiment notre responsabilité. En fait, lorsqu'ils ont sécurisé l'endroit, ils ont essayé de voir d'où provenait ce fil électrique et ils se sont rendus compte que ça venait du lave-vaisselle des anciens locataires qui étaient là et qui n'avaient jamais branché le lave-vaisselle parce qu'ils avaient un lave-vaisselle, mais lorsque nous on a acheté l'immeuble, les connexions n'avaient pas été faites pour ce lave-vaisselle-là, donc ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas branché et donc ils n'ont jamais utilisé le lave-vaisselle et lorsque les nouveaux locataires sont rentrés dans l'appartement, ça faisait partie des petites améliorations que notre homme à tout faire devait régler. Il devait creuser un trou dans le placard pour faire passer le fil du lave-vaisselle et pouvoir peut-être faire la connexion avec le lave-vaisselle. Et justement, ça n'avait pas encore été fait lorsqu'ils ont aménagé, parce que notre homme à tout faire a fait les travaux peut-être 1 ou 2 jours après leur aménagement. Et les anciens locataires n'avaient jamais eu de problème avec ce fil électrique parce que le lave-vaisselle n'était pas branché et le lave-vaisselle cachait le fil électrique. Donc, ils n'avaient pas eu de problème avec ce fil-là. Mais les nouveaux n'avaient pas encore acheté de lave-vaisselle, donc ce fil est resté à découvert comme ça. Ça sortait à partir d'un trou, c'est resté à découvert. Et leur chat, lors de ces jeux, est allé mâchouiller le fil électrique et le contact de la salive et du fil électrique l'a électrocuté. On reçoit la mise en demeure, on les appelle sans être fâchés nécessairement, mais on était quand même un peu frustrés. On les appelle, on essaie de s'expliquer, elles nous expliquent que voilà, c'est à cause de nous que le chat s'est fait électrocuter parce qu'il y avait ce fil électrique-là. Tout s'est fait vraiment dans le respect. On essaie de comprendre leur point de vue et elles aussi, elles comprenaient le fait que on ne l'a pas fait exprès dans le fond. C'est pas comme si on avait décidé de laisser un fil électrique comme ça à découvert. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi parce que je me demandais, ok, ils viennent d'arriver. Et je dois déjà dépenser $, pour des frais de vétérinaire. Ok, ça fait partie des imprévus. Ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie d'un investisseur en immobilier. Donc, on était déjà en train de regarder comment est-ce qu'on va faire pour sortir les fonds afin de rembourser les frais de vétérinaire pour les dédommager tout simplement. Et là, j'ai eu quand même le réflexe d'appeler ma compagnie d'assurance. J'étais très, très inconfortable à les appeler parce que quand tu appelles tes assurances pour faire une réclamation, là, ouvre, attends-toi à ce que ta prime augmente. Quand je pensais à ça, j'étais comme, ok, est-ce que ça vaut la peine de déclarer ce sinistre-là ou pas? Parce que ça va faire augmenter ma prime. Et parfois, l'augmentation ne vaut pas la peine. Et aussi, dépendamment de ta couverture, si tu as un déductible qui est assez élevé, mettons, tu as un déductible de $2000 et tu fais une réclamation pour $2500, est-ce que ça vaut la peine? Non, absolument pas. Parce que de ta poche, tu vas payer $2000, les assurances vont te rembourser $500, tu auras un sinistre de plus qui sera inscrit à ta police d'assurance et donc tes primes pour le futur vont augmenter. Et cette augmentation-là vaudra beaucoup plus que les $500 qui t'a été remboursé. Donc, avant de faire une déclaration aux assurances, c'est vrai qu'ils nous disent déclarer systématiquement, même si vous n'allez pas être remboursé,
Mais moi, je ne déclare pas ça systématiquement mes sinistres, dépendamment de la valeur. Parfois, ça ne sert juste à rien. Un dégât d'eau de 500 $, tu as un déductible de 1000 $. À quoi ça te sert de déclarer si tu es capable de sortir 500 $ de ta poche pour le régler? Voilà, quand je raconte les histoires, je divague beaucoup. Hein. Voilà. Pour ce coup, j'ai quand même appelé les assurances et c'est là qu'ils m'ont appris que pour les assurances responsabilité, là, il s'agissait d'une responsabilité, ce n'était pas vraiment un sinistre en particulier. Ça tombait dans le cadre de la responsabilité civile. Ils m'ont appris que pour la responsabilité civile, il n'y a pas de déductible. Donc, les assurances vont payer la totalité des frais. Et ça m'a quand même soulagée. C'est vrai que en même temps, je savais que ma prime allait peut-être augmenter par rapport à ça. Donc, j'étais soulagée. Je savais que les assurances, au cas où ils trouvaient qu'on avait vraiment la responsabilité de ce sinistre-là, ils allaient rembourser la totalité à ma locataire. On a ouvert le dossier, je leur ai expliqué les circonstances du drame. Je leur ai envoyé la lettre de mise en demeure avec la facture du vétérinaire, les coordonnées de la colocataire qu'ils ont également contacté, eux, de leur côté, pour faire une enquête, pour vraiment établir notre responsabilité par rapport à ce fait-là. Et ensuite, ils ont donné le verdict comme quoi ils acceptaient de rembourser, de dédommager la colocataire à notre place. Ça a été très rapide. Hein. Quelques jours après, elle s'est fait dédommager. Elle a reçu un beau chèque de la compagnie d'assurance et elle était très satisfaite. Et je suis très contente de comment est-ce que, du moins administrativement, ça s'est déroulé. Parce que les assurances étaient très proactifs. Ma colocataire aussi était très collaborative et le remboursement s'est fait quelques jours plus tard. Elle a reçu le remboursement et elle était contente, moi également, parce que je gardais une colocataire satisfaite et jusqu'à date, je n'ai pas eu du tout d'autres problèmes avec elle. Ça a toujours été une personne qui paye bien, qui respecte les règlements de l'immeuble, qui entretient excellemment son logement et qui respecte les autres locataires. Donc, oui, je n'aurais peut-être pas dû accepter le chat dès le départ, mais ça fait partie des leçons qu'on apprend et aussi le chat ou pas le chat, ça aurait pu être un autre incident qui se produit. Moi, la leçon que j'en tire, lorsqu'un locataire part, la prochaine fois, je vais vérifier absolument tous les fils électriques de l'appartement. Je vais faire plus de vérifications lorsqu'un locataire part, juste pour m'assurer que les lieux sont sécuritaires. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Elle aurait pu avoir des enfants. Ce sont des enfants qui jouent avec le fil électrique. Il pourrait y avoir tellement de choses. On n'est jamais protégé à 100% dans la vie, mais il faut quand même prendre ses précautions le plus possible. Donc, voilà ce que j'en tire. Et aussi, peut-être, si vous n'êtes pas confortable à accepter des animaux dans vos logements parce que vous êtes trop insécure par rapport aux dégâts qu'il pourrait y arriver, que ce soit par rapport aux bibis de chat, comme je vous ai expliqué au début, aux griffes de chiens, aux aboiements de chiens qui peuvent beaucoup déranger les autres locataires. Si vous n'êtes pas confortable avec des fumeurs dans les logements, ne les acceptez pas. Si vous êtes un bon locataire vous-même, si vous avez toujours été un bon locataire, vous allez trouver de bons locataires, des locataires qui vous ressemblent. Si vous êtes un bon propriétaire, vous allez attirer de bons locataires. Donc, ne faites pas trop de compromis par rapport à vos critères. Si vous ne voulez pas tel type de locataire, ne les acceptez pas, tout simplement, si vous n'êtes pas confortable avec ça. Et aussi, il faut savoir dans sa vie de propriétaire immobilier que vous aurez toutes sortes de situations cocasses, de choses qui vous arrivent, des imprévus. Il y en aura toujours. Faut juste garder la tête froide, garder son calme et surtout avoir un bon fonds de sécurité. C'est ça qui va vous permettre de dormir tranquille. Un fonds de sécurité pour si jamais un locataire ne paye pas un mois, que ça ne vous pénalise pas par rapport à tous vos engagements qui sont autour, par rapport à vos remboursements hypothécaires, par rapport à payer vos prestataires, payer les factures d'électricité, d'assurance. Il faut vraiment que vous ayez un fonds de sécurité relatif à chaque bien immobilier que vous avez.
Bon, voilà pour mon histoire. Finalement, elle aura été un peu longue, mais j'espère qu'au fil de l'histoire, vous avez quand même appris 2 ou 3 petites astuces que vous allez pouvoir utiliser pour la gestion de vos biens locatifs. Si vous avez aimé l'histoire, juste mettre un pouce en haut, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir plein de vidéos instructives par rapport aux investissements immobiliers, pour recevoir quelques-unes de mes histoires cocasses qui me sont arrivées comme propriétaire immobilier, pour voir des entrevues que je passe avec des investisseurs en immobilier ou des professionnels du domaine, que ce soit ici au Canada ou ailleurs dans le monde, notamment en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Allez, prends soin de toi et à bientôt.